Bien, super. On va pouvoir passer dans le vif du sujet. Alors, donc dans les vidéos précédentes, j'ai fait une longue introduction sur le pourquoi du comment de cette chaîne. Donc, on va faire une série de sortes de tutoriels simplifiés des grandes étapes de création d'images, de design en deux dimensions et trois dimensions. La vidéo précédente, j'ai revu les grandes étapes de la chaîne de production au sein de l'industrie cinématographique ou de la série de dessin animé ou de jeux vidéo. Vraiment les grandes étapes, les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il était bon de savoir pour avoir une idée et des sources d'inspiration d'une méthodologie de laquelle on pourrait s'inspirer pour apprendre à créer des images. Simplifié. Euh, on va commencer par la 2D. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre les mains dans le cambouis. On va utiliser un logiciel de retouche photo et de création d'images très connu qui s'appelle Photoshop. Euh, Pourquoi Photoshop? Pour la simple et bonne raison que c'est le logiciel que je connais le mieux et que j'utilise à mon boulot, quoi. Il y en a d'autres. Il y a notamment GIMP et Krita qui sont GIMP et open source. L'open source, c'est un nom de gestion de droit par rapport aux licences de software, donc de logiciels. L'open source, ça veut dire que le code source du logiciel est gratuit, accessible à tous, et il n'appartient pas à la compagnie, il appartient à tout le monde. L'exemple le plus fou, c'est sur votre téléphone. Si vous avez un smartphone qui n'est pas Apple, il y a de fortes chances que vous soyez sur Android, et Android est basé sur une version de Linux qui elle est gratuite. Donc voilà, Android a été repris par Google, c'est pour ça que vous avez forcément Google et YouTube sur votre téléphone. Ça c'est ouf. Donc vous pouvez tout à fait aller sur le site de GIMP ou Krita par exemple, qui sont des logiciels gratuits. Oui, c'est ça, free et open source. Moi, je vais utiliser Photoshop, donc c'est pareil, c'est un logiciel qui est payant, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des versions d'évaluation si vous voulez découvrir le logiciel. Le but ici, alors bien sûr, on va rentrer dans le détail de certains outils par rapport à ces logiciels, mais c'est pas vraiment des tutoriels pour devenir un professionnel d'un outil en particulier. Les outils qui sont les plus importants, ils sont abstraits, ils sont plutôt théoriques. C'est la théorie de la technique artistique, du dessin, de la couleur, ce genre de choses. Donc, euh, je pars du principe que vous savez vous servir à peu près d'un ordinateur. Vous savez aller sur Internet. Donc là, je suis sur Google Chrome. Utilisez bien sûr le service Internet qui vous parle le mieux. Il y a Firefox, il y en a plein. Ok, donc une fois que vous avez téléchargé et installé votre logiciel qui préféré, celui qui vous parle le plus, donc Photoshop est professionnel, mais les deux autres sont des alternatives gratuites, mais tout aussi pertinentes et complètes et professionnelles. Alors, ici, j'ai Photoshop. Comme dans n'importe quel logiciel de création d'images, comme même n'importe quel logiciel que vous utilisez Windows ou Mac, vous allez toujours retrouver les mêmes, euh, les mêmes éléments. On a toujours une fenêtre fichier qui va permettre de créer un nouveau projet ou un nouveau document. Puis ensuite, donc dans la barre du haut, on aura toujours des onglets qui vont ouvrir des fenêtres spécifiques aux outils que propose le logiciel. Donc ici, dans Photoshop, on peut créer un nouveau. On a le bouton qui nous propose ça, ou alors vous pouvez aller dans Fichier, Nouveau. Euh,
Voilà, là en fait on est déjà dans la page d'accueil et on a l'exemple parfait de ce qui pourrait être effrayant. On arrive dans un nouveau logiciel qui nous est parfaitement inconnu et on commence déjà à avoir des tas de fenêtres, d'outils, de trucs qui sont en théorie conçus pour nous faciliter la vie, mais quand on ne connaît pas, sont assez intimidants et vont rajouter des couches superflues pour le moment alors que l'on veut se concentrer sur des outils de base fondamentaux. Donc, on va créer un nouveau document. Photoshop va nous proposer des presets, des documents prédéfinis. J'imagine qu'il y a quelque chose de similaire dans GIMP ou Krita ou n'importe quel logiciel de création d'images. J'imagine que même dans Paint, le logiciel de base de Windows, on doit avoir ça. Paint, c'est Paint. Il est très très bien Paint, mais voilà, il est assez limité. Quoique, j'imagine que c'est une porte d'entrée aussi pour la retouche d'image. Alors, on a ici des presets prédéfinis. On peut aussi tout à fait rentrer à la main des valeurs pour choisir spécifiquement le type, la taille de document qui nous intéresse. Le premier qui nous est proposé, il est très bien. On a ici 1920 par 1080. Je vais créer le document et je vais expliquer plus en détail pourquoi on a ces valeurs-là ici. Alors, on crée un document et ça nous ouvre un nouveau monde qui s'ouvre à nous. Ça nous ouvre une sorte de page blanche qui devrait ressembler à ça chez vous. Une sorte de format A4 rectangulaire qui n'est pas vraiment du A4 avec une barre d'outils sur la gauche de votre écran et des fenêtres sur la droite et des outils en haut. Notre document est ici, c'est un peu comme sur internet Google Chrome, on peut avoir plusieurs documents ouverts comme des petits onglets et la page, le document sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement s'appelle sans titre-1. Je vous invite à tout de suite enregistrer votre document. Comme ça vous évitera de perdre votre travail si jamais vous avez un problème informatique, une coupure de courant, un crash du logiciel à cause d'une saturation de la mémoire vive, ce genre de choses. J'ai pas prévu d'endroit où enregistrer ça pour le moment, mais on va faire ça tout de suite. Alors, pour enregistrer un document, c'est comme dans n'importe quel logiciel Windows ou Mac, vous allez faire fichier, enregistrer sous. Il est où? Ici. Ou alors vous pouvez avoir le raccourci clavier CTRL Maj S pour choisir le dossier de destination. Et ben en fait j'avais prévu un endroit où préparer mes petits documents pour démarrer. Et on va créer un document qui va s'appeler illustration tuto 01. Voilà. Je vais plutôt l'appeler illustration tuto concept. Car on aura possiblement l'occasion de faire plusieurs illustrations ensemble. Alors, j'écris tout en majuscule avec des tirets, c'est mon habitude de nomenclature. Je fais ça parce que je trouve ça lisible. En fonction des... Si jamais vous travaillez dans différentes boîtes,
il y aura différents moyens différentes façons d'écrire, soit d'écrire comme ça, avec une majuscule à chaque nouveau mot, mais pas d'espace, parce que avoir des espaces dans des noms de fichiers, en règle générale, on est quand même en 2021, les logiciels savent les lire, mais c'est une bonne pratique que d'utiliser des underscores ou le tiret du 8 ou des tirets du 6, le tiret du milieu. Voilà, il y a plusieurs façons de renommer son fichier en termes de nomenclature. Utilisez celle qui vous convient, du moment que le nom du fichier est lisible et qu'il soit rangé à un endroit qui soit facilement accessible et plus ou moins rangé. C'est ce que je peux vous conseiller. Après, la gestion de fichiers et de dossiers, c'est un monde à part entière et ça mériterait une vidéo, elle toute seule, si ce n'est plusieurs. Pourquoi j'ai mis 01 à la fin de mon nom de document, à la fin de mon nom de fichier? Parce que si jamais vous commencez à créer une illustration qui sera conséquente, assez lourde, alors a priori nous ce sera pas le cas parce qu'on va rester minimaliste dans l'approche esthétique, mais euh, ça s'appelle incrémenter son fichier. C'est-à-dire que vous allez créer une version 1, une version 2, une version 3, et si jamais sur la version 3 il y a un bug et que l'ordinateur plante ou que sais-je et que votre fichier est corrompu donc sur le disque dur de l'ordinateur, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Et ça c'est la catastrophe parce que si vous travaillez sur un projet depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vous avez tout perdu. Donc c'est hyper important de faire des backups. Backup, donc le mot anglais, je prends en compte les francophones. Backup qui veut dire sauvegarder, faire des copies sur des disques durs externes ou sur du cloud, comme sur Google Drive ou sur Dropbox par exemple, qui sont des sites qui permettent de sauvegarder en ligne vos fichiers importants. Donc voilà, c'est pas forcément utile dans le cadre d'un exercice simple, mais sur des projets ambitieux, ça peut vous sauver la vie et puis prendre cette bonne habitude dès maintenant, ça peut être très chouette. Donc illustration tuto concept 01. C'est un nom un petit peu à rallonge, mais au moins on sait de quoi on parle et on pourra retrouver facilement le fichier. Et si je commence à créer plusieurs illustrations dans ce même dossier, ce sera pas vraiment le bordel, ce sera rangé un minimum et donc on pourra retrouver facilement notre document. Donc, enregistrer. Donc là, ça a enregistré ce document Photoshop sous un nom de fichier qui porte l'extension .psd. C'est le format universel Photoshop, mais ce sera un autre si vous avez un fichier de travail sous Krita ou GIMP. Il y a déjà plein de petits boutons dans tous les sens, plein de petits fichiers, plein de petits trucs. Ne vous en souciez pas trop pour le moment, ce sont des raccourcis visuels des outils les plus utilisés dans le logiciel. Pour le moment, nous, on va rester vraiment dans les fondamentaux et on va pas forcément rentrer dans le détail de la complexité du logiciel. Photoshop est un logiciel extrêmement complet et c'est pas forcément le but actuellement de devenir le meilleur technicien Photoshop. On n'est pas là pour prouver quoi que ce soit, juste de se faire plaisir et d'avoir un minimum de rigueur et d'organisation pour justement être propre dans son travail et justement ouvrir la créativité. Si on est organisé, c'est pas incompatible, au contraire, avec le fait d'être créatif. Souvent, c'est même au contraire, ça aide. Parce que justement, une fois que la base est saine, vous pouvez justement vous lâcher et aller dans un processus de création qui est plus itératif. Euh, On va retourner sur Google et on va aller taper forêt ou forest en anglais. Donc là,
on est sur Google, j'imagine que vous savez utiliser Google ou un autre moteur de recherche. On va aller dans Google Images et on va tomber sur des photographies, donc des photographies de référence visuelle de forêt. Pourquoi je pars sur une forêt? Parce que j'aimerais que le concept que l'on va faire ensemble raconte une histoire. Ce serait peut-être bien qu'il y ait un petit personnage ou ce genre de choses. On va reprendre des idées issues du réel pour s'inspirer du réel afin de retranscrire ça dans une illustration minimaliste qui servira de concept art. Donc le concept art, c'est le mot anglais pour parler d'une illustration qui fait la prévisualisation d'une image pour ensuite, dans une seconde série de tutoriels, recréer cette image avec l'outil 3D. Et le fait de partir sur une forêt, c'est des éléments qui sont naturels. Donc en fait, si on se trompe sur des proportions, ça se verra moins. C'est plus permissif que de dessiner directement un personnage ou une architecture. Il y a un côté plus organique. Et en même temps, le fait qu'il y ait des arbres, euh, il y a un côté géométrique, même si c'est des éléments naturels et organiques. Il y a des lignes de force très verticales. Il y a des choses vraiment intéressantes. Alors, je pense que je ferai une vidéo à part par rapport à la recherche d'inspiration et de référence. Il y a un autre site qui est vraiment super, c'est Pinterest. Pinterest, on va y aller tout de suite. La force de Pinterest, c'est si on tape un mot-clé, je tape en anglais parce que du coup il va peut-être être plus ouvert à la recherche d'images. L'intérêt de Pinterest, qui est l'équivalent de Google Images, c'est un logiciel où on doit se créer un compte, mais c'est assez facile si vous avez Facebook, c'est automatique. Par exemple, on peut tomber sur une image qui nous plaît bien et si on clique dessus, ça va nous proposer en dessous d'autres images qui sont en lien, qui sont dans le même... des images qui ressemblent, aussi bien en termes de thématique que de gamme de couleurs, que de gamme de formes. Donc c'est assez intéressant. Le truc avec Pinterest, c'est qu'il va chercher des images random sur Internet et on n'a pas un vrai contrôle sur la qualité de l'image. Alors que dans Google, si on va dans les options tout au-dessus, si on fait Tool, on peut choisir Size et Large qui va nous permettre d'avoir des images d'une meilleure qualité. Ce qui va me faire une super transition par rapport au document Photoshop que l'on vient d'ouvrir. Qu'est-ce qui techniquement représente la qualité d'une image? C'est bête et méchant, c'est la définition numérique d'une image qui peut être calculée en pixels. Bon, on va déjà choisir une image et ensuite je vais vous parler de qu'est-ce qu'il est donc le pixel doux. Tiens, ça c'est sympa. Il y a une petite maison, il y a un banc. Ok, on va potentiellement ouvrir cette image-là. Ah, c'est joli aussi ça. Ok. C'est assez poétique, c'est assez joli. Donc là, je suis en mode gros tricheur. Euh, Je vais honteusement copier le travail d'un artiste. Euh, Et je m'autorise cette transgression de la créativité pour pas rentrer trop dans le détail de comment trouver des idées intéressantes pour créer une image originale. Là, le but, c'est pas d'être original, c'est de s'inspirer de quelque chose qui existe déjà pour un exercice technique. Alors, je vais télécharger ça dans téléchargement. Ah, c'est bien dans mes photos de vacances. C'est super. Voilà, et on va l'envoyer dans Photoshop.
Voilà. Ok. Donc là, on a une image de référence. Pourquoi j'ai importé une photo? En fait, cette photo-là va nous servir de... Merci Pinterest. Cette image va nous servir de référence esthétique, visuelle, poétique, de composition, de couleur. Le but ne va pas être de décalquer l'image, mais de s'en inspirer pour créer une nouvelle composition et d'aller à l'essentiel avec des formes géométriques assez simples. Mais ça, ce sera dans une seconde vidéo. Je sens qu'on commence déjà à avoir une vidéo qui est assez longue. Ok. Alors, la page blanche que j'ai ici, si on va dans les paramètres de l'image, on peut aller dans la taille de l'image, accessible avec le raccourci clavier Alt CTRL I, et on a bien une image qui fait 1920 pixels de large par 1080 de long, de haut, pardon, je suis fatigué. Alors, quand on travaille avec les outils numériques, la taille d'une image n'est pas définie en centimètres, mais en pixels. Alors, il y a des passerelles avec des tailles en centimètres si vous voulez faire des impressions. Là, je vais me cantonner à créer une image qui pourra être diffusée sur un écran. À quoi correspondent les pixels? Quand vous regardez de très très près un écran d'ordinateur, si vous le regardez de très très près, vous allez voir qu'en fait, votre écran il est constitué de plein de petites lampes carrées. On appelle ça des pixels. Il y a différents types de technologies, je n'ai plus en tête, mais voilà, c'est des petites lumières. Et le nombre de lumières, donc il y a a priori 1920 lumières en largeur par 1080 lumières en hauteur. Donc on multiplie 1920 par 1080 et ça va nous donner le nombre exact de petites loupiottes sur l'écran. Donc ça va être la définition de votre écran. Et si vous voulez afficher une image en bonne qualité en plein écran, il faut que au minimum votre image numérique ait une définition de 1920 pixels de large par 1080 de haut. Voilà, c'est quelque chose que vous savez déjà, sans doute, mais voilà, le but de ces tutoriels, c'est vraiment de revenir à l'essentiel et aux fondamentaux. Voilà, et chacun de ces pixels a des informations de couleur. Et on va le voir tout de suite. Si je zoome dans l'image, donc si je fais affichage zoom avant, et je peux aussi utiliser le raccourci CTRL plus sur PC, j'imagine que sur Mac ce sera pomme plus, on va zoomer dans l'image. Et vous avez vu que juste en commençant à zoomer un petit peu, on commence à voir ces pixels. Donc on voit clairement que ce sont des carrés. Et quand on commence à zoomer dans l'image, voilà, le visage de la femme est complètement illisible. Mais si on regarde l'image en pleine page, là, l'image devient de bonne qualité. Alors, fais voir si je fais ça. Ok, elle n'est pas si grande que ça, cette image. Alors, Photoshop ont changé leur... Si je la mets en pleine page et que je zoome dedans... D'accord. Ok. Là, j'ai zoomé dans l'image et le visage de la femme a plus de définition parce qu'on a importé une image qui n'est pas dans un format destructif. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à voir, mais l'intérêt de ces vidéos, c'est de rester dans des savoir-faire, on va dire, techniques assez élémentaires. On est obligé d'en parler un peu, mais au moins on comprend quels sont les fondamentaux et en fait on s'aperçoit que l'outil numérique n'a rien de magique et il n'y a pas besoin
tant de choses que ça à connaître. Ok, je vais terminer cette vidéo justement avec cette photo de référence pour montrer les outils de base de Photoshop par rapport à la retouche d'image. La retouche, non pas la création. On peut tout à fait créer des images de toutes pièces dans Photoshop en mélangeant des photographies ou alors en faisant de l'illustration très graphique ou au contraire de la peinture numérique avec des effets de peinture, de brush, de choses comme ça. Là, c'est juste pour montrer les fondamentaux et à l'origine, au tout début, Photoshop, il avait vraiment des outils de base et la seule chose qu'on pouvait faire dans la première version de Photoshop, donc il y a des dizaines d'années, c'était retoucher la colorimétrie d'une photographie. Et ça, c'est accessible avec l'onglet Images et on peut régler ici la luminosité et le contraste de l'image. Donc par exemple, je peux la rendre plus sombre ou plus claire. D'accord? Donc c'est la luminance, la luminosité de l'image, c'est l'intensité, on va dire, lumineuse globale de l'image. Et on peut aussi régler le niveau de contraste. Donc on peut faire en sorte que l'image soit moins contrastée ou plus contrastée. Et le contraste, en fait, c'est pas que ça va rendre plus clair ou plus sombre une image, c'est que ça va amplifier la, la différence entre les tons sombres et les tons clairs. Les tons clairs vont devenir plus clairs et les tons sombres de l'image vont devenir plus sombres. Et donc ce paramètre-là, il est plus en lien avec ce qu'on appelle la luminance d'une image, donc c'est pas vraiment en lien avec la couleur, le vert, le rouge, le bleu, c'est plus en lien, ça marcherait aussi bien qu'une image en noir et blanc. Ensuite, on peut modifier la teinte ou la saturation d'une image. Il y a d'autres outils pour modifier les couleurs, mais c'est vraiment comment dire, des outils qui sont tellement aujourd'hui fondamentaux que c'est quelque chose que vous allez retrouver sur n'importe quel logiciel de création d'images. Donc là, vous voyez, vous pouvez changer la luminosité, on retrouve le même paramètre. Donc si on va à fond, ça devient vraiment blanc. Et là, si vous voulez assombrir votre image, ça va ici. Vous pouvez changer la saturation. La saturation d'une image, ça va être la pureté des couleurs, d'un point de vue scientifique. C'est en fait le niveau de chromaticité ou de saturation des couleurs. Donc on peut le pousser pour avoir un truc qui n'est pas beau du tout, mais au moins vous voyez à quoi ça ressemble. On peut donc pousser la saturation. On peut donc aussi la réduire et notre image passe en noir et blanc. Et au final, on a la teinte de l'image qui va changer non pas l'intensité des couleurs, mais leur colorimétrie relative. Et vous voyez que là, je joue sur un petit curseur qui se balade sur un arc-en-ciel. Là, je suis sur la valeur par défaut. Et en fait, si je vais à son extrême opposé, on a une image qui est en négatif. Le rouge prend la couleur complémentaire, devient donc une sorte de bleu verdâtre. Mais c'est pareil avec le vert, il prend plus une couleur, sa couleur opposée, quoi. Si je vais à l'opposé du spectre lumineux. Je rentre pas dans le détail, c'est quelque chose que vous allez commencer à comprendre, à expérimenter et à comprendre par l'expérience. Mais c'est vraiment pour montrer les fondamentaux. C'est marrant parce que du coup il me crée des filtres dynamiques. Ok. Et enfin, on a des outils de balance de couleurs, de vibrance, ce genre de choses. Celui que je trouve très intéressant, c'est les courbes. Je pense que les courbes, c'est un outil qui est très intéressant, mais qu'on verra dans une seconde vidéo parce que c'est déjà un peu plus technique. Mais
Voilà. L'outil niveau, c'est un outil simplifié des courbes, et c'est, on va dire, l'outil amélioré de contraste et de luminance, de luminosité. On peut jouer sur ces paramètres-là pour contraster une image. Et en fait, le fait de jouer là-dessus, avec ces paramètres, en fait, on voit un espèce de schéma qui représente le spectre lumineux de l'ensemble de l'image. Et en fait, tout ce qui se situe à gauche représente les tons sombres et tout ce qui est à droite les tons clairs. Et on voit que la courbe va montrer qu'il y a, c'est comme un schéma. On voit qu'il y a plus d'informations numériques contenues dans les tons sombres que dans les tons clairs de l'image. Et effectivement, si on regarde l'image en plus petit, et si on la floute un peu et qu'on plisse un peu les yeux, on voit qu'il y a peu d'éléments clairs dans l'image. Il y a les échelles qui ressortent en clair, mais le reste c'est un vert assez sombre. C'est les arbres sont sombres et donc du coup on peut justement forcer l'image à récupérer des informations dans les tons sombres ou dans les tons clairs pour modifier la sensation de luminance de l'image. On peut couper, oui, on peut couper les tons sombres ou les tons clairs. Et là, Photoshop me fait un truc vraiment bizarre. Merci monsieur, donc on va annuler. Et puis, voilà. Voilà vraiment pour les fondamentaux, vraiment fondamentaux de retouche d'image. Au moins, ça vous donne un aperçu des paramètres de base qu'on utilise et le vocabulaire qu'on peut utiliser pour parler des couleurs d'une image. Donc on a la saturation, la teinte, la luminance, le niveau de contraste d'une image. Et voilà, ça fait déjà pas mal de choses pour cette longue introduction. Merci de m'avoir regardé et on verra dans une seconde vidéo comment reprendre cette image-là et commencer à la représenter avec des formes géométriques simples en vue d'en faire une illustration. Merci bien. Moi, je sauvegarde mon image en faisant un CTRL-S. Et Photoshop me demande si je veux maximiser la compatibilité. C'est en gros si ce fichier Photoshop pourrait être potentiellement ouvert avec des versions antérieures de logiciel. Vous n'en avez pas besoin. Si vous démarrez, vous pouvez décocher, cliquer sur ne plus afficher, cliquer sur OK. Et la prochaine fois que vous sauvegarderez votre image en faisant enregistrer ici, ou alors en utilisant le raccourci clavier CTRL S, ça va sauvegarder votre image. Voilà, merci et à bientôt.